Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Madame la ministre des Affaires sociales, chers amis de la presse, bonjour et merci d'être là aussi nombreux ce matin. Cette conférence de presse fait suite aux décisions prises par le gouvernement du président Patrice Talon et ces mesures ont été prises économiquement et socialement pour atténuer les effets de la crise. Je dois préciser d'entrée que bien avant ces mesures, il y avait un plan de riposte sanitaire qui avait été mis en place par le gouvernement et qui contenait des mesures réalistes adaptées à notre contexte socio-économique et à notre environnement social. Ces mesures qui ont été si spécifiques ont été saluées un peu partout et je dois même souligner que certains pays se sont inspirés de ce que nous avons fait après avoir donc regardé de près leur impact. Une fois encore, donc, notre génie a parlé et c'est dans cet esprit de clairvoyance, d'efficacité et de réalisme qu'aujourd'hui, les mesures sociales que nous allons discuter ont été annoncées après le Conseil des ministres hier. Mesdames, Messieurs, chers amis de la presse, vous le savez tous, l'ensemble de l'économie mondiale est affecté par cette crise sanitaire, cette pandémie. Ici au Bénin, elle s'est traduite par le recul de l'activité économique et surtout sur le plan financier et économique par une chute de notre croissance économique. Nous avions prévu pour cette année une croissance économique de l'ordre de 7,5%. Les estimations de nos services chiffrent désormais cette croissance économique autour de 3,5% pour 2020. Et de nombreux secteurs sont ainsi affectés, les transports aériens, portuaires, les entreprises agricoles, les entreprises industrielles, les transporteurs bien sûr. Et de ce fait, bien sûr, le gouvernement a décidé de ne pas rester les bras croisés. Ce plan, qui a une portée fortement sociale, comporte donc des mesures en faveur des entreprises formelles, des artisans et petits métiers, du service de l'informel, ainsi que des personnes vulnérables que sont les pauvres et extrêmes pauvres. Ces mesures donc ont été évaluées au total à un peu plus de 74 milliards de francs CFA et je voudrais les récapituler comme suit. D'abord, un soutien d'un montant de 63 milliards à peu près au profit des entreprises, surtout les PME. Cette dotation est destinée à la prise en charge des salaires des employés déclarés, au remboursement des crédits de TVA, à l'exonération du paiement de la taxe sur les véhicules à moteur des TVM. Elle prend aussi en compte les loyers commerciaux sur 3 mois au profit des agences de voyage déclarées. Elle est également destinée à la prise en charge intégrale des factures d'électricité et d'eau pendant une période de 3 mois. Le ministre des Finances va entrer un peu plus en détail dans ces mesures tout à l'heure. La deuxième batterie de mesures est purement sociale et porte sur un montant d'à peu près 5 milliards destinés aux artisans et aux petits métiers. Là encore, tout à l'heure, Madame la ministre des Affaires sociales va détailler comment tous ces métiers ont été identifiés et qu'est-ce qui sera fait en leur faveur. Enfin, il y a une troisième catégorie de mesures sociales qui porte une subvention de portée générale, donc qui s'applique à tout le monde, à tous les Béninois pratiquement. Tous ceux qui paient des factures d'électricité vont en bénéficier. Ça fait à peu près un peu moins de 6 milliards. Et là aussi, tout à l'heure, on en donnera les détails. Je tiens à préciser que le gouvernement envisage également une subvention particulière pour les extrêmes pauvres et les pauvres un peu plus tard, lorsque nous aurons fini une identification complète. Vous savez qu'il y a le programme H qui est en cours et qui est administré aussi à cette couche-là. Et donc, nous avons besoin de finir l'identification et à ce moment-là, nous administrerons donc une subvention spécifique à cette couche de la population.
Donc voilà, mesdames, messieurs, chers amis de la presse, l'essentiel, les grandes lignes du plan que le gouvernement a annoncé hier pour atténuer donc les effets socio-économiques de la crise qui est en cours. Notre souci, le souci du gouvernement, est d'alléger le plus possible les peines de nos compatriotes. Et là encore, je veux souligner, nous l'avions dit à l'occasion du budget de 2020, c'est un des budgets les plus sociaux. Et là encore, ce sont des mesures qui ont été étudiées, discutées avec les principaux acteurs et jugées les plus pertinentes parce que répondant aux sollicitations des principaux bénéficiaires. Je vais donc laisser la parole à mes collègues pour aller un peu plus dans le détail de ces différentes mesures. Donc, le ministre des Affaires sociales va prendre la parole. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les journalistes, alors depuis le 25 avril dernier, nous avons eu au niveau des affaires sociales à procéder à une opération de recensement de nos concitoyens dont les métiers ont été impactés, affectés par les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus sur le territoire national. Donc il s'agissait des conducteurs de taxibus, ce que nous appelons communément les topa-topa, les conducteurs de taxis transfrontaliers, intervilles, etc., les tenanciers et employés de bars, restaurants, maquis et autres, certains corps de métier des artisans tels que les coiffeurs, coiffeuses, couturières et autres. Alors, toutes ces personnes ont pu se faire enregistrer pendant une période de 2 semaines. Il y a eu une prolongation à la suite de l'instruction du chef de l'État et l'inscription a pu se faire en ligne sur le site allogosocialgroup.bj. Il y avait des formulaires papier pour ceux qui ne pouvaient pas s'enregistrer directement sur Internet ou qui ne pouvaient pas remplir. Et ces formulaires papier ont été distribués ou motivés par les responsables de leur syndicat, les responsables de leur association, de ces corps de métier-là, et également disponibles au niveau de nos centres de promotion sociale, au niveau de nos directions départementales. Nous avons 85 centres de promotion sociale, donc c'est pour dire que toute l'étendue du territoire a été considérée. Et je vais en profiter pour saluer vraiment l'engagement de tous ces acteurs qui ont mis même le week-end, jour férié, le 1er mai, à contribution pour que ça puisse se faire réellement dans un élan de solidarité véritable. Une forte campagne de communication a été réalisée pour que l'information circule. Et là aussi, les syndicats nous ont vraiment beaucoup aidés dans ce cadre. Nous avons pu procéder aux vérifications qui ont mis un peu de temps. D'abord avec les registres de commerce, avec les numéros IFU, pour identifier ceux qui sont formels de ceux qui sont informels. Et puis, il y a eu aussi des vérifications au niveau des registres publics dans les mairies, au niveau de la base de recensement national des artisans, pour voir maintenant au sein des informels ceux qui sont vraiment identifiés et ceux qui sont vraiment des informels purs. Cette démarche a été vraiment méthodique et nous avons à peu près 69,7% d'informels, ça fait à peu près 2/3 de l'échantillon et 1/3 de formels. La démarche méthodique a été poursuivie ensuite pour l'attribution aussi des subventions à cette cible. Et ces subventions sont en rapport avec des estimations chiffrées des pertes de revenus et avec l'application de tests statistiques appropriés pour corriger les déclarations fantaisistes pour certains. Donc ces subventions ont tenu compte du caractère suspendu ou non de l'activité, du lieu d'exercice, si c'est dans les grandes agglomérations ou non, et du niveau d'identification. Et je peux dire aussi que le chef de l'État a souhaité que des minima soient retenus pour éviter que certains acteurs ne bénéficient de subventions dérisoires. Et donc, au total, nous avons pu mettre à disposition pour le formel 2,146 milliards, pour l'informel identifié 1,598 milliards, et pour l'informel non identifié, 1,235 milliards, ce qui fait le total des 4,979 milliards. Aucun acteur informel ne peut se voir attribuer une subvention inférieure à 20 000 francs,
Aucun acteur informel identifié ne peut se voir attribuer une subvention inférieure à 30 000 francs et aucun formel ne peut se voir attribuer une subvention inférieure à 45 000 francs. Ces subventions sont calculées pour 3 mois. Donc, c'est ce que je peux dire de façon brève. Les questions suivront et le ministre des Finances aussi apportera peut-être plus de détails sur le plan financier. Et je voudrais finir pour rappeler à ceux qui peut-être suivront cette conférence de presse, notamment les populations qui vont jouir de ces subventions, que leur rappeler qu'il faut poursuivre les mesures barrières pour vraiment jouir de ces mesures-là. Merci. S'agissant des entreprises, la démarche a été la suivante. Le gouvernement et l'ensemble des ministres concernés et l'ensemble des services concernés ont fait des consultations depuis le mois de mars, sur les mois de mars, avril et mai, avec les différents acteurs économiques qui sont concernés en première ligne par les conséquences de cette pandémie. À l'issue de ces consultations, nous avons fait des constats. Le constat, c'est que quand on prend une entreprise qui a subi des conséquences liées donc, à la crise, et on regarde dans son compte d'exploitation, il y a un certain nombre de charges qui pèsent donc sur l'exploitation de cette entreprise, nonobstant le fait que les activités aient ralenti ou même parfois été totalement suspendues. La première ligne de charge, c'est vraiment les charges de salaire. Des entreprises ont continué à payer des salaires, à payer les charges sociales sur ces salaires, les impôts sur ces salaires, alors même que l'activité a été ralentie, voire suspendue. Donc pour l'ensemble des entreprises ciblées par ces mesures, il a été retenu que l'État les compense en remboursant 70% des charges de salaire avec les impôts et charges sociales liées à ces salaires. Et ce, pour une période de 3 mois. Donc, clairement, pour compenser la période de mi-mars à mi-juin. En regardant toujours le compte d'exploitation des entreprises, il y a d'autres lignes de dépenses qui pèsent sur ces acteurs pour lesquels l'État a décidé d'agir. Et pour ça, il faut prendre activité par activité. Les 3 mesures dont j'ai parlé tout à l'heure liées au salaire, donc les salaires nets payés, les charges sociales sur les salaires, ainsi que les impôts liés à ça, sont la première, mais ensuite, on note que la plupart des entreprises continuent de payer les abonnements d'électricité, les abonnements d'eau et les charges liées donc, à l'électricité et à l'eau pendant ces périodes. Donc il a été également décidé de prendre en charge l'intégralité de coûts d'abonnement et consommation d'eau et d'électricité pour les entreprises sur cette période de 3 mois. Toujours en continuant à regarder le compte d'exploitation, on s'est aperçu qu'il y a d'autres natures de charges qui pèsent toujours sur les entreprises. Il s'agit bien entendu des loyers pour certaines catégories, je viendrai là-dessus tout à l'heure, mais également certains types de taxes spécifiques liées à certaines activités. Donc, à l'issue de toutes ces analyses, on retient que pour les hôteliers, première catégorie concernée, nous allons pouvoir faire les différentes mesures que nous avons indiquées tout à l'heure, c'est-à-dire que remboursement des charges de salaire, charges sociales et impôts liés à ça, pour une période de 3 mois, à hauteur de 70% de ces charges. Ensuite, nous prenons en charge l'intégralité des factures d'électricité, d'eau, toujours pour la même période de 3 mois, pour ces entreprises-là, ces hôtels. Il faut nuancer que certains hôtels ont bénéficié de l'opération de réquisition. L'État a procédé à une réquisition, mais qui en réalité n'est pas une réquisition qui a fait l'objet d'un paiement forfaitaire. Pour l'ensemble des hôtels réquisitionnés, l'État a considéré qu'il s'agissait d'une manière de soutenir ces hôtels et nous sommes allés beaucoup plus loin que ce qu'on aurait dû payer classiquement. Au total, il a été dépensé 2,5 milliards pour prendre en charge le coût de l'utilisation de ces hôtels. Donc les hôtels réquisitionnés, ou je devrais dire les hôtels qui ont été utilisés dans le cadre des opérations de mise en quarantaine, ont pu bénéficier déjà intégralement payés de 2,5 milliards de prise en charge. Donc il s'agit donc d'hôtels non réquisitionnés et qui ont quand même subi des conséquences. Et pour celles-là, elles bénéficient donc des remboursements des 70% de salaire et charges sociales, ainsi que des remboursements des abonnements et consommations d'électricité et eau. Ce traitement qui a été fait pour les hôtels est applicable également aux restaurants. Donc les restaurateurs bénéficient, donc les entreprises dans la restauration, bénéficieront exactement également du même dispositif, remboursement des salaires et charges liés au salaire, eau et électricité. Ensuite, les agences de voyage. Les agences de voyage bénéficient de ces mesures, mais en plus, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les mesures liées au salaire, à l'électricité et eau sont générales pour toutes les entreprises concernées parce que ça se répète. C'est quelque chose qui se répète partout.
Mais quand on va au niveau des agences de voyage, l'analyse de leur structure de compte d'exploitation montre que la plupart payent également des loyers qui constituent des charges importantes pour elles. L'État a également décidé de rembourser les loyers pour les 3 mois que nous venons d'indiquer. Quand nous arrivons à la catégorie des sociétés qui assurent les transports de personnes, et je précise bien, sociétés assurant les transports de personnes, parce que les sociétés qui font les transports de marchandises n'ont pas été interdites de mobilité pendant la période. Donc les entités, les structures, entreprises qui font les transports de personnes bénéficient de ce que nous avons dit tout à l'heure sur les salaires, mais en plus, nous rajoutons l'exonération de la taxe sur les véhicules à moteur. La taxe sur les véhicules à moteur, le montant s'élève entre 38 000 francs jusqu'à 87 000 francs à peu près par véhicule. Donc on voit pour une entreprise de transport de personnes et qui a dans sa flotte plusieurs véhicules. Il s'agit également, quand on regarde son compte d'exploitation, d'une ligne de dépenses importante. Alors l'État a décidé d'exonérer les entreprises de transport de personnes de cette charge pour 2020. Bien entendu, certaines entreprises ont déjà payé cette taxe pour 2020. L'État leur donne un crédit d'impôt pour 2021, donc en 2021, ces entreprises ne paieront pas. Et les entreprises de transport de personnes qui ne l'ont pas encore fait pour 2020 sont exonérées donc du paiement de cette taxe pour 2020. Donc voilà les mesures spécifiques, que ce soit pour les hôtels, les restaurants, les agences de voyage, les sociétés de transport. Bien entendu, quand on parle de transport, nos sociétés d'État, qui sont l'aéroport et le port, sont également concernées. Un traitement spécifique est également fait pour ces entités-là, pour compenser toute la baisse d'activité qui a pu être notée au niveau de l'aéroport et du port. En plus des mesures sectorielles que je viens de présenter, il y a des mesures d'ordre général qui touchent cette fois-ci l'ensemble des entreprises. On peut en noter 3. La première, c'est que pendant cette période de pandémie, plusieurs entreprises ont fait l'effort de faire des dons pour soutenir le gouvernement dans la lutte contre la crise. Alors les dispositions fiscales en matière de dons font que quand une entreprise fait une donation, il y a un plafond dans le montant de ce don qui peut être déduit. Sans être technique, c'est à peu près 1 pour 1000 de son chiffre d'affaires, plafonné à 25 millions. Donc l'idée ici, c'est de déplafonner donc la déductibilité des dons. Donc une entreprise qui fait un chèque de 100 à l'État pour soutenir l'État dans la crise pourra comptabiliser et bénéficier de la déductibilité de l'intégralité de ce 100, ce qui lui permet de ne pas payer 30 d'impôts. Donc cette mesure qui permet donc à tous les donateurs, aux entreprises qui ont fait des dons, de pouvoir déduire l'intégralité de leurs dons, leur donne en réalité un avantage fiscal équivalent à 30% du montant donné. Ce qui fait qu'à la fin, le coût net de cette donation est de 70%. La deuxième mesure générale aux entreprises, c'est que toutes les règles liées aux pénalités de paiement tardif des impôts sont suspendues. Donc, toutes les entreprises qui paieront en retard leurs impôts pour 2020 ne devront pas payer les pénalités de retard. De la même manière, il y a des pénalités liées au dépôt des états financiers. Ces pénalités également sont suspendues pour 2020 pour tenir compte du fait que les restrictions de mobilité peuvent causer des retards dans la préparation des états financiers ou même des paiements d'impôts et laisser un peu de marge aux entreprises qui pourront payer un peu plus tard leurs impôts sans subir des pénalités de retard. À cela, le gouvernement a décidé, et ça, ce n'est pas uniquement pour les entreprises, mais pour l'ensemble de la population, vous, moi, tout le monde, tous ceux qui sont connectés au réseau SBE, c'est plus de 300 000 foyers connectés, de ne pas appliquer la hausse tarifaire. Vous savez, l'autorité de régulation de l'électricité a décidé de nouveaux tarifs qui auraient dû être mis en application à partir du mois de mars. Mais l'arrivée de cette crise a fait que l'État a décidé depuis le mois de mars de ne pas appliquer ces nouveaux tarifs qui auraient entraîné une hausse de vos factures. Donc, à toutes choses égales par ailleurs, depuis le mois de mars, l'État prend en charge, et ce pour une période de 6 mois au moins, les hausses tarifaires qui ne vous sont pas appliquées, mais l'État tous les mois paye à la place de chacun des utilisateurs, des consommateurs d'électricité. C'est le différentiel de tarif qui aurait dû apparaître sur facture, mais qui n'est pas fait. Et ça se poursuivra donc au moins jusqu'à la fin du mois de septembre. Et c'est aussi une manière de l'État d'apporter un plus à l'ensemble de la population. Au-delà de ces mesures directes, il y a, et je l'ai réservé pour la fin, la mesure phare. La mesure phare parce qu'elle préfigure la nouvelle dynamique et le nouveau soutien que l'État entend porter aux entreprises.
Il s'agit de la mise en place d'une ligne de crédit de 100 milliards à taux zéro, adossée à un fonds de bonification de 30 milliards. Ça veut dire quoi? Très simplement. Ça veut dire que grâce à ce dispositif, les PME, les entreprises, pourront aller soit vers les SFD, les structures de microfinance, soit vers les banques, et demander à obtenir un crédit. S'agissant des banques, ce crédit peut aller jusqu'à 3 ans à un taux de 0%. C'est-à-dire que les entreprises vont auprès de leurs banquiers traditionnels, font la demande de crédit, le dossier est étudié, les dossiers sont envoyés au niveau du gouvernement pour la prise en charge des frais de dossier et des taux, ce qui permet aux entreprises de pouvoir bénéficier donc d'un crédit à 0% sur une période pouvant aller jusqu'à 3 ans. De la même manière, pour soutenir les toutes petites micro-entreprises et les structures sollicitant généralement les microfinances, les entités de microfinance, le même dispositif s'applique. Donc, les demandeurs de crédit vont vers leur structure de microfinance, demandent le crédit et le même processus est mis en place via le Fonds national microfinance pour que l'État prenne en charge les frais de dossier et bonifie donc les taux d'intérêt. Voilà, il s'agit d'une mesure, on pourra peut-être revenir sur ça tout à l'heure dans les questions importantes, qui est la première d'une série de mesures qui viendra pour le soutien des PME et la relance de l'activité économique des PME. Merci. Vous avez dit par rapport à ce projet qu'il y a une ligne de bonification de 100 milliards pour les petites et moyennes entreprises. Est-ce que l'information est vérifiée? Quelles sont les chances que cela aboutisse et quelles sont les conditions à remplir pour l'avoir? Aujourd'hui, nous avons combien d'artisans recensés sur le plan national? Au niveau des artisans formels, nous avons combien? Les artisans informels, nous avons combien? Et je voudrais que vous nous rappeliez, Madame le ministre, la couchette d'allocation allouée à chaque secteur. Quand je parle de secteur, je parle des artisans formels et des artisans informels. Merci. Dans son élan de générosité, le gouvernement a bien voulu prendre en charge les enseignants, notamment du niveau primaire, dans les établissements privés, qui, à notre dire, sont hautement touchés par ces mesures-là, parce que ceux-ci priment et placent le poids de la galère selon ce qui nous est revenu. Surtout pour les directeurs d'école qui ont fondu le salaire à 30%, carrément ont suspendu les salaires. Merci. Pourquoi les mesures du gouvernement n'ont pas embrassé ce secteur, le monde des médias? C'est vrai, il n'y a pas eu partout ce stop, cet arrêt brusque d'activité, mais il y a que le secteur des médias a également été impacté, sinon touché par le coronavirus. Est-ce que le gouvernement a pensé au monde des médias? Il ne s'agit pas d'une ligne de bonification de 100 milliards. En fait, il s'agit d'une ligne de crédit à taux zéro, pour un montant total de 100 milliards. C'est-à-dire que jusqu'à hauteur de 100 milliards, des entreprises peuvent aller soit vers les structures de microfinance, soit vers les banques, demander leur crédit comme ils font d'habitude. Ces dossiers de crédit seront étudiés. Le crédit sera accordé par la banque, mais à un taux de 0%. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de dire, mais oui, mais aujourd'hui, les personnes qui ont des projets vont à la banque, mais les banques ne veulent pas les accompagner. Et comment vous êtes sûr que ces 100 milliards là vont être utilisés? C'est à peu près ça votre deuxième partie de question, les chances de succès de cette opération. Vous avez raison, ce dispositif, s'il avait été mis en place il y a 3-4 ans, les chances d'utilisation, de succès de cette opération auraient été faibles. Mais aujourd'hui, nous estimons que les chances de succès de cette opération sont fortes pour plusieurs raisons. Elles sont fortes et je voudrais prendre un exemple pour illustrer. Imaginons un promoteur d'un projet, transformation d'ananas en jus de fruits pour l'export. Un exemple. Il va vers sa banque, demande un crédit à sa banque. Il y a 3-4 ans, première réaction de la banque, secteur agricole, on ne regarde même pas. Il y a 3-4 ans, les banques ne regardaient quasiment pas les opérations liées à de la transformation de produits agricoles. Qu'il y ait des crédits campagne pour certains types d'activités, oui, parce qu'il y a des mécanismes de garantie, des lettres de crédit, etc., qui incitaient les banques à accompagner, mais
un tel projet, il y a 3-4 ans, n'aurait pas suscité d'intérêt parce que le secteur n'était pas attractif. Mais aujourd'hui, grâce aux différentes réformes que l'État a pu mettre en place dans le secteur, grâce aux investissements dans plusieurs filières, grâce aux performances que tout le monde observe, on est devenu premier producteur de coton en Afrique, on a eu une croissance de pratiquement 30% sur l'ananas, le riz, etc. On note de façon générale que ce secteur, sur les 3-4 dernières années, a subi une vraie transformation et présente désormais un attrait. Donc ce problème d'attractivité du secteur, il y a quelque temps, n'existe plus. La deuxième chose, c'est que le banquier dit « Ok, très bien, je veux bien regarder ce dossier, même si c'est dans le secteur de transformation de produits agricoles, mais quelles sont les sûretés, les garanties que le promoteur apporte ?» Le promoteur dit « J'ai un terrain. » Il y a 3-4 ans, le banquier aurait été sceptique en disant « Mais est-ce que les papiers de ce terrain sont vrais, sont bons? Est-ce que ce terrain n'a pas fait l'objet déjà d'hypothèques ailleurs, etc. » Mais aujourd'hui, grâce au projet de cadastre, grâce à toutes les réformes qui sont mises en place au niveau de l'Agence nationale du domaine des fonciers, le promoteur peut produire très rapidement un titre foncier pour ce terrain. Le banquier peut vérifier si ce titre foncier il est vrai. Le banquier peut vérifier si ce terrain, et donc ce titre foncier, n'a pas fait l'objet d'une hypothèque, parce que nous avons également mis en place un registre national des sûretés. Vous savez, depuis quelque temps, on a fait la présentation il y a quelques mois, quand vous détenez un bien que vous mettez en gage ou en sûreté, hypothèque, nantissement, vous avez le registre des sûretés où toutes ces informations sont tracées. Donc la banque aujourd'hui est capable d'aller vérifier la réalité de cette sûreté. Elle est capable aujourd'hui de s'assurer que ce bien qu'on apporte en garantie pour le crédit, elle là, n'a pas déjà fait l'objet d'utilisation ailleurs. C'est quelque chose qui n'aurait pas été possible il y a 3-4 ans. Après, le banquier peut se poser la question, mais oui, mais ok, si ça marche, je prête, et après il a du mal à rembourser, comment je fais quand même pour réaliser cette hypothèque? Les différentes réformes que nous avons faites, l'opérationnalisation du tribunal de commerce, notamment, permettent aujourd'hui de rassurer le banquier qui dit « Ok, si quelque chose se passe, j'ai les voies de recours pour permettre de réaliser donc, le terrain et de pouvoir récupérer l'argent. » De la même manière, le banquier peut dire « Mais cet opérateur qui vient avec ce projet, peut-être que cet opérateur a déjà pris de l'argent ailleurs et surendetté. Comment je sais qu'il n'a pas déjà d'autres engagements ailleurs ?» Il y a 3 ans, 4 ans, c'était ça la réaction du banquier. Mais aujourd'hui, le banquier, il a la possibilité, grâce à l'opérationnalisation du bureau d'information du crédit, le banquier peut regarder, M. Romuald Ouaddahi, il a des crédits de tel montant, etc., et peut apprécier l'exposition de cet opérateur en matière de crédit. Donc si c'est quelqu'un qui a déjà pris beaucoup de crédits plus tard auprès d'autres structures et qui présente un risque, la banque aujourd'hui a les moyens, les outils pour pouvoir mieux apprécier donc, la crédibilité de cet opérateur. Je peux citer les exemples comme ça. L'autre élément, il y a 3-4 ans, qui font que les banques ne voulaient pas prêter, c'est qu'il y a 3-4 ans, l'État phagocytait toute la disponibilité en matière de financement sur la place. L'État était le principal client des banques. Vous avez pu noter que depuis 2018, nous avons lancé une ouverture du Bénin sur l'international. Nous levons de l'argent au niveau des grandes places financières internationales, que ce soit européennes ou américaines. Nous avons ouvert donc le Bénin au marché des emprunts obligataires type Eurobond, etc. Donc, ce dispositif fait aujourd'hui que l'État ne met plus de pression sur les banques. Donc, les banques se retrouvent avec de la disponibilité et donc de la capacité à aller vers le secteur privé. Il y a 3-4 ans, je suis d'accord avec vous, ce n'était pas la même chose. De la même manière, il y a plein d'indices que les banques regardent pour voir si elles veulent prêter de l'argent, qui montrent, il y a 3-4 ans, que quand une banque prête 100, le taux de dépréciation, donc la probabilité qu'il y ait une partie de cet argent soit perdue, était très élevée il y a quelques années, mais nous avons fait des efforts importants entre l'association des professionnels des banques, le tribunal de commerce et les différentes structures concernées pour que ce taux qui donnait un mauvais signal du secteur privé soit totalement corrigé et arrive aujourd'hui dans les normes communautaires. Voilà, tous ces éléments-là qui sont le fruit des différentes réformes et mesures mises en place font qu'aujourd'hui, les banquiers auront de l'appétit à accompagner le secteur privé parce qu'il y a tous ces mécanismes qui sont en place. Donc, oui, cher monsieur, les chances de succès de cette opération pour nous sont élevés. De façon, le gouvernement sera attentif, on suivra au jour le jour, et s'il faut réajuster des choses, ce sera fait.
Donc il ne s'agit pas d'une ligne de bonification, c'est une ligne de crédit à taux zéro. Les 30 milliards constituent le coût pour l'État. Parce qu'en moyenne, si on considère que le coût du crédit et les frais liés à ça par an est de 10%, 10% de 100 milliards, ça fait à peu près 10 milliards par an. Sur 3 ans, ça fait 30 milliards. Donc les 30 milliards correspondent en fait à la subvention, à la bonification, à ce que l'État va payer aux banques et aux structures de microfinance pour le coût des frais de dossier, des charges d'intérêt. Il y a une question aussi qui, je pense, concerne, on demande mais où l'État a mobilisé ses ressources. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, tout ce qui est en train d'être fait, je pense c'est le fruit des efforts collectifs. Les citoyens, les entreprises qui sont plus citoyennes, qui payent plus leurs impôts, les réformes qui ont permis à chacun de changer ses habitudes, il y a moins de coulage dans les caisses de l'État, toutes les réformes de modernisation de l'administration publique, toutes les réformes qu'il y a pu avoir depuis 4 ans ont permis à l'État d'assainir les finances publiques et d'avoir plus de moyens et de réagir. Vous avez vu qu'en 2016, dès que le gouvernement est arrivé, il y a eu une forte crise avec le Nigeria, une dévaluation. Le gouvernement a tenu. L'année passée, fermeture de frontières, on a tenu, on a continué à assumer. Et cette année, dans un contexte de fermeture de frontières, il y a une crise sanitaire, une pandémie qui se rajoute, et pourtant on tient. Si on le fait, c'est parce que les réformes et mesures ont été prises pour rendre forte, solide, résiliente notre économie. Et ça, c'est l'effort de tout le monde. Donc l'argent, c'est l'argent public, ça vient de la contribution de tout le monde, c'est l'effort collectif. Les richesses produites permettent à l'État de collecter de l'argent et le sérieux dans le travail et la gestion des finances publiques nous permet de pouvoir faire face à ces différentes mesures. Dans la base de recensement national, effectivement, il y a plus de 200 000 artisans recensés. Mais là, ce qui nous concerne, ce sont les artisans dont les métiers sont impactés, affectés par les mesures prises par le gouvernement. Donc, c'est ceux qui auront levé le doigt pour dire « je me sens impacté dans mon activité, voici comment j'estime ma perte de revenu mensuel ». Et c'est donc sur cette base que nous avons pu constituer l'échantillon. Maintenant, combien se sont inscrits dans la base? Comme je vous avais dit, c'est à peu près 44 000. Dans le formel, nous avons 13 614. Je vous donne les chiffres, comme vous les avez demandé. Dans l'informel, mais identifié, donc identifié sur la base des registres publics au niveau des mairies, ou alors dans la base de recensement national, 15 685. Et les informels non identifiés, 15 582. C'est à peu près ce que je peux répondre. Et préciser que c'est une inscription volontaire. Donc, c'est ceux qui se sont volontairement inscrits. Donc, ce n'est pas toute la base du recensement national qui a été transportée. Ensuite, par rapport la dernière question, ce sont les journalistes, les médias. Et là, je peux dire qu'en général, il y a des entreprises de presse. Et les entreprises de presse sont constituées en sociétés. Et donc, ils sont éligibles, ces sociétés sont éligibles au fonds de crédit dont parlait le ministre des Finances par rapport au taux zéro, les crédits à taux zéro, et ils peuvent donc constituer le dossier pour bénéficier de cette mesure-là. Ils peuvent également bénéficier des autres mesures transversales qui concernent tout le monde. Et peut-être rappeler que les corps de métier désignés, je voudrais insister peut-être sur cette notion-là, c'est vraiment les corps de métier d'abord qui ont déclaré être impactés, et qui sont affectés par les mesures prises par le gouvernement. Par exemple, quand on a mis en place un cordon sanitaire, quand on a interdit aux tenanciers de bar d'ouvrir, quand on a interdit aux taxi-bus de circuler, ça, c'est des interdictions formelles qui ont été prises, et donc ce sont ces métiers-là qui ont d'abord prioritairement été pris en compte. Maintenant, de façon générale, la crise du coronavirus touche effectivement tout le monde. Ça touche tous les corps de métier. Mais c'est cette catégorie qui a été choisie. Il y a une étude qui a été faite sur les entreprises et les secteurs les plus affectés. Bien sûr, nous tous, chaque individu, soit sur le plan sanitaire, soit sur le plan économique, soit sur le plan social, a, pendant cette période de 3-4 mois, a été d'une manière ou d'une autre affecté. Mais comme on le dit, certains sont plus affectés que d'autres. Et le travail qui a été fait pour les entreprises, après des discussions avec les faîtières, les sectoriels, les banquiers, la CCIB,
après toutes ces consultations, a été de déterminer justement le type d'entreprise et certains des secteurs les plus affectés. Et en ce moment, le gouvernement a défini quelle serait la voilure, quelle serait la taille de soutien qui pourrait être apporté à ces entreprises-là. Le même travail a été fait du côté social au niveau des artisans et autres, comme Madame l'a dit. Il fallait déjà lever le doigt quelque part pour dire « moi je suis affecté, je suis coiffeur, je suis esthéticienne, voilà ce que j'ai perdu pendant la période, je suis transporteur, voilà ce que j'ai perdu pendant la période ». Et un travail technique a été fait pour croiser ces données-là, s'assurer que effectivement ces personnes qui se sont déclarées existent bel et bien, elles aient des activités dans ces secteurs-là, sont parfois déclarées dans nos livres, sont aux impôts, ou même sont connues dans les mairies où elles sont déclarées. Donc ce travail important a été fait pour déterminer qui pourrait bénéficier, qui devrait en bénéficier d'un soutien de l'État pour ne pas disparaître. Parce que nous avons bénéficié aussi de pas mal d'études qui ont été faites par d'autres personnes qui montrent que certaines entreprises pourraient tout simplement disparaître du fait de l'absence de l'intervention de l'État. Donc ce point-là, je voulais le faire pour, disons, montrer que nous avons été sensibles à tout ce qui pouvait, disons, affecter les entreprises dans les différents secteurs, parce que j'ai entendu des questions sur pourquoi pas tel secteur, pourquoi tel secteur, etc. Ensuite, les mesures ont un caractère d'abord et avant tout conjoncturel. C'est-à-dire, elles portent sur comment nous atteignons la souffrance, comment nous atteignons les difficultés des entreprises pendant cette période-là. 3 mois d'assistance pour l'électricité, l'eau, etc. Je tiens à insister là-dessus, ces mesures ont un caractère purement conjoncturel. Mais il ne vous a pas échappé aussi que quelques-unes de ces mesures-là apportent une solution définitive à des problèmes qui existent déjà en ce qui concerne les entreprises dans notre économie. Et c'est pour ça que le ministre de l'Économie et des Finances parle de mesures phares en ce qui concerne donc le financement des PME. Lorsque nous avons discuté avec certains des sectoriels, les exportateurs par exemple d'anacarde, les transporteurs de fruits, etc., qui n'ont pas été en mesure d'exporter leur production. Lorsque nous avons discuté avec les banquiers, leur préoccupation était comment ces gens-là, qui ont des dettes vis-à-vis de nous et qui ne les ont pas remboursées à temps parce qu'il y a le virus, comment ces gens-là peuvent s'en sortir? Eh bien, la solution qui est apportée là, de leur apporter un crédit ou de refinancer les crédits, parce que c'est ça aussi, refinancer des crédits qui étaient là, qui n'ont pas été remboursés à temps, donc apporte une solution définitive pour une période d'au moins 3 ans pour ce qui concerne les crédits bancaires. Et j'ajoute, le ministre des Finances a insinué un peu cela, que nous avons à l'étude des mesures structurelles aussi pour soutenir celle-ci, celle qui vient d'être prise dans le domaine du financement. On va les annoncer dans quelques jours lorsqu'elles seront absolument prêtes. Je veux dire aussi que la pandémie qui est là a mis aussi en évidence certaines des difficultés que les entreprises ont. Par exemple, dans le domaine de l'exportation des fruits, des ananas par exemple. Beaucoup de production d'ananas a été perdue tout simplement parce que les entreprises n'ont pas été capables d'exporter pendant la période. On n'avait pas un quai fruitier à l'aéroport de Cotonou. Eh bien, nous sommes en train de construire un quai fruitier qui va coûter des milliards et qui va permettre à ces entreprises-là d'être résilientes de manière définitive. Et de sorte que, quelles que soient les conditions, ces entreprises exportatrices de fruits et légumes, et en particulier d'ananas, de mangue, etc., pourront à l'avenir exporter à partir de l'aéroport de Cotonou en tout temps et en toute saison.
Ça, c'est une mesure structurelle et d'autres mesures structurelles de ce type-là, par exemple pour le transport de ces mêmes fruits-là, par exemple pour l'emmagasinage de certaines de ces productions, eh bien, ces mesures vont venir dans quelques semaines consolider celles qui sont déjà prises. Je voudrais savoir pourquoi c'est maintenant que vous prenez ces mesures. Est-ce que derrière, il y a un calendrier politique? Deuxième question, à partir de quand ces mesures sont applicables? Et je suis entrepreneur, comment je sais que je suis éligible? Et est-ce qu'il y a une procédure pour en bénéficier? À quand l'effectivité donc de la mise en application de ces mesures, et surtout au profit des victimes qui sont aujourd'hui à l'arrêt? Ma deuxième question est relative à la prise en charge à hauteur de 70%, évidemment au profit des employés qui travaillent au sein des structures touchées. La mesure pourrait paraître évidente, mais comme on le dit souvent, le diable se trouve dans les détails. Quelles sont les modalités pour que les employés de ces structures-là puissent bénéficier de cette mesure? Une autre question, elle est relative à l'électricité. La mensuétude de la société distributive d'énergie a trop duré. On imagine que très bientôt, on va subir la régularité au niveau du paiement. Dans la mesure où on a parlé d'un appui qui viendrait également de ce côté, comment est-ce que cela va s'articuler? Quelles sont de façon concrète les dispositions prises dans ce sens-là? Et si vous permettez une toute dernière préoccupation, l'élargissement de la ligne de crédit, c'est vrai, on y voit les entreprises, mais est-ce qu'on ne pourrait pas de façon exceptionnelle, voir plus loin, peut-être certains Béninois, pour que cette période-là puisse être traversée avec beaucoup d'espoir? Merci. Avant d'aborder la quintessence même de la préoccupation, je voudrais faire semblant, élégant, en évoquant le cas d'un corps de métier qui m'a un peu touché. Je veux parler du corps des enseignants, de l'enseignement privé. Parce que le gouvernement a donné comme consigne que les enfants restent à la maison dans le cadre des gestes barrières. Les enfants sont effectivement à la maison. Les parents qui sont déjà fouettés par les effets néfastes de cette crise n'ont pas cru devoir, étant donné que les enfants n'ont pas été à l'école, honorer leurs engagements à l'emploi des écoles privées. Celles-ci, secouées aussi par les effets néfastes, n'ayant plus les moyens, ne pouvaient pas honorer leurs engagements contractuels auprès de leurs enseignants. Et il y en a plein qui sont à la maison depuis des mois, qui n'ont pas eu droit à un salaire, et qui gonflent la masse de miséreux contre l'État. Tout à l'heure, je n'ai pas cru entendre une spécification à leur niveau. Ça, c'était un semblant. Pour faire élégant. Je vais revenir à la presse sur les préoccupations vaguement évoquées par mes confrères. La presse, messieurs les ministres, c'est rare d'avoir la chance de se retrouver devant la crème même de l'exécutif béninois, à savoir le ministre d'État, le ministre des Finances et le cœur système, notre maire président de Kakuta, celle qui s'occupe de nous, les hérités. La presse béninoise, je veux parler de la presse écrite, nous ne sommes pas une entreprise classique qui devait être éligible au titre des autres entreprises en matière d'impôts. Nous sommes une entreprise particulière de souveraineté nationale, gage même de la démocratie béninoise. Nous évoluons, vous le savez très bien, au niveau de l'exécutif, sans moyens, parce que la publicité n'est pas au rendez-vous. Nous ne sommes pas des salariés. Je suis du côté de Edouard Libéré, où je suis employé, comme mon confrère Ange Bill, qui est dans la salle. Nous n'avons pas de salaire, mais nous sommes condamnés à payer les impôts.
Alors, monsieur le ministre, je fais cette doléance à l'endroit de la haute autorité, à votre endroit, que la presse, les entreprises de presse privées, leur cas soit revu pour qu'on ne paye plus les impôts. Parce que nous sommes une preuve de la société nationale, un gage de la démocratie. Ma préoccupation est de savoir, pour les personnes concernées par les différentes mesures, où et comment peuvent-elles recevoir de l'argent? Vous n'êtes pas sans savoir, et c'est le prolongement d'une question de mon confrère, que les Béninois, nous aimons l'informel, Madame la ministre. Des explications du ministre d'État, j'ai compris qui doit bénéficier de ces mesures et qui peut en bénéficier, être connu des fiscs ou à la mairie. Nous, journalistes, il nous revient de plus en plus, notamment des tenanciers de bar, qui ont peur d'aller se faire recenser parce qu'on connaîtra leur situation alors qu'ils sont dans le besoin. Quelle garantie, quel appel avez-vous à lancer à ces gens de personnes pour qu'ils puissent venir vers vous, bénéficier de ces mesures et pour qu'ils n'aient pas peur, ou quelles sont les autres mesures qui pourraient faciliter leur enregistrement pour bénéficier véritablement de ces gestes louables que le gouvernement entreprend. Merci. Je pense que si vous me demandez pourquoi ces mesures sont annoncées maintenant, c'est peut-être parce que vous faites écho à ce qui s'est vu ailleurs, où plusieurs pays de la sous-région ont, dès le mois d'avril, annoncé des mesures. Mais je voudrais aussi vous dire que la plupart de ces pays ont depuis commencé à réajuster les mesures annoncées. Il y a même des pays qui ont annoncé des mesures sur lesquelles rien n'a été fait depuis le mois d'avril. Parce que comprenez qu'en ce moment-là, avril, on était à 4 semaines de la crise dans notre zone. Il était difficile d'en connaître l'ampleur, la durée. Début avril, nous ne savions pas, nous, qu'on allait lancer la levée du cordon sanitaire et le retour progressif vers la vie normale avec maintien des mesures barrières. On a lancé le cordon sanitaire le 30 mars et début avril, on ne savait pas pendant combien de temps ça allait durer. Il n'était pas responsable à ce moment-là de balancer des chiffres, de dire des choses déconnectées de l'impact réel de la situation. La deuxième chose, c'est que le chef de l'État était clair. À partir du moment où nous annonçons quelque chose, c'est immédiatement fait. C'est-à-dire qu'il y a des mesures fiscales qui prennent vigueur dès aujourd'hui. Donc, vous voyez, si on n'a pas fait avant, c'est parce que d'une part, on n'avait pas terminé les consultations, on ne savait pas estimer l'ampleur des chocs pour les opérateurs, les acteurs économiques. De l'autre côté, il faut mobiliser les ressources et être sûr que quand nous lançons, nous le faisons immédiatement. Et ceci est tellement vrai que vous savez, le ministre d'État l'a dit tout à l'heure, il est envisagé, comme dans certains pays, de faire des transferts monétaires, c'est-à-dire que de donner de l'argent aux extrêmes pauvres, aux pauvres et extrêmes pauvres. Nous avions, dans le cadre du PAG, un dispositif qui était en place pour recenser ces personnes, avec l'appui d'ailleurs de la Banque mondiale. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de saluer la Banque mondiale qui est à nos côtés au quotidien sur cette crise. Et donc, avec la Banque mondiale, on avait un calendrier de réalisation de ce recensement qui a été légèrement retardé à cause de la crise, mais qui va s'achever, on espère, d'ici septembre, pour qu'une fois que les personnes concernées ont été proprement identifiées, de l'appui financier soit apporté à ces extrêmes pauvres. Donc, il y a des pays aujourd'hui qui ont annoncé plusieurs milliards pour les pauvres et extrêmes pauvres, mais ils ne savent même pas les identifier. Ils n'ont pas la base de données. Donc, ils ont dit on met X milliards de transferts monétaires, mais ils n'ont pas pu, depuis avril, sortir 1 franc. Tout ce que nous annonçons, les 114 milliards, nous savons exactement quand, comment, et on démarre tout de suite. Donc voilà, c'est le sérieux qui caractérise l'action du gouvernement du président Patrice Talon, qui a fait qu'on a fait le travail sérieusement, mobiliser les ressources, identifier les personnes, chiffrer les conséquences et poser sur la table quelque chose de sérieux, de fiable, de réalisable immédiatement. Pour la deuxième partie de la question, vous savez, si on avait des visées électoralistes, on aurait fait comme tout le monde, on aurait annoncé quelque chose en avril. Je vous rappelle qu'en mai, on était aux élections municipales. Justement, si on avait cette intention, on aurait, comme d'autres pays, lancé une vaste opération de transfert monétaire, dit, bon, on donne à chacun 30 000 francs, 50 000 francs, et là, je vous assure qu'il y aurait peut-être eu de l'effet.
Mais ce n'est pas le style du gouvernement de Patrice Talon. Les actions, les réformes, les investissements sont déconnectés de tout agenda politique. Vous avez vu tout ce qu'on a fait. L'enseignement dépolitisé, les régies dépolitisées. On essaie de tout dépolitiser, de faire les réformes, les investissements, l'action pour le bien de la nation sans avoir des agendas politiques. Et je suis content de cette question parce qu'on aurait justement pu profiter de cette crise et lancer juste avant les municipales en disant mais les autres pays le font, on le fait aussi. Une vaste opération qui aurait contribué à dilapider vos ressources, à dilapider l'argent de nous tous, l'argent de la communauté. Il y a plusieurs questions qui tournent autour de comment est-ce que les mesures, notamment l'électricité, les salaires, seront prises en charge. Donc je vais prendre les mesures et vous dire concrètement comment ça sera mis en œuvre. La première mesure qui concerne la prise en charge de 70% des salaires, contributions CNSS et charges. Pour les entreprises concernées, on parle d'entreprises qui existent, qui payent des cotisations sociales, qui payent l'impôt sur les salaires, qui payent les travailleurs. Donc nous avons, via la base des impôts, via la base de la CNSS, le montant exact de leur masse salariale. Donc pour ces entreprises-là, les montants sont connus et seront reversés à ces entreprises. Donc immédiatement, les entreprises concernées recevront pour les 3 mois 70% de cette masse salariale et c'est automatique, les montants sont connus. C'est d'ailleurs un intérêt pour les entreprises de se formaliser, de faire les choses proprement, de déclarer leur personnel. Donc pour ça, j'espère que c'est clair, les montants sont connus et l'ensemble de ce qui a été payé, et pour les impôts, et pour les cotisations sociales, et directement aux travailleurs, pour ces 3 éléments-là, 70% par mois sur 3 mois seront remboursés immédiatement dès maintenant. Pour ce qui concerne la prise en charge de l'abonnement et des consommations d'électricité. Je rappelle que pour les acteurs concernés, on a dit que les abonnements et les consommations d'électricité pour les 3 mois, donc mi-mars, mi-juin, seront prises en charge. Alors, de 2 choses l'une, soit les entreprises ont déjà payé leurs factures pour les 3 mois, auquel cas l'État transfère la subvention à la SBE et ces entreprises qui ont déjà payé leurs factures auront le crédit pour les mois qui viennent. Vous avez vu que la SBE a annoncé depuis quelque temps qu'on pouvait payer avec un peu de décalage. Donc, beaucoup d'entreprises, en réalité, n'ont pas payé leur consommation d'eau et d'ailleurs d'électricité et eau pour ces périodes-là. Alors, celles qui n'ont pas payé, mais l'État payera directement la SBE qui mettra à zéro leur facture pour les 3 mois. Donc, il s'agit d'argent qui ira à la SBE, à la SONEB, et ceux qui ont des factures qui n'ont pas encore payé, ben vous recevrez la prochaine facture annoncera que vous êtes à zéro, que ça a été pris en charge par l'État, et ceux qui ont déjà payé recevront un crédit et ne payeront pas les mois d'après. Voilà pour le fonctionnement électricité et eau. Je tiens à préciser une chose. Tout à l'heure sur l'électricité, il y a 3 aspects. Les entreprises ciblées par les mesures bénéficient donc du remboursement de la consommation. On a dit ça. On a dit que l'ensemble des citoyens bénéficient de la subvention de la hausse tarifaire. Les tarifs d'électricité auraient dû augmenter depuis le mois de mars et donc l'État a décidé de subventionner cette hausse tarifaire pour 6 mois, donc de mars à fin août, au moins. Mais il y a une 3e mesure. Les entreprises concernées, à partir du 1er septembre, devraient payer les nouveaux tarifs d'électricité. L'État a également décidé que de septembre jusqu'à la fin de l'année décembre, pour les entreprises concernées, donc les hôtels, les agences de voyage, les sociétés de transport de personnes, les restaurants, les hôtels, que la hausse tarifaire ne s'appliquerait pas à elles. Donc en réalité, pour être clair, sur l'électricité, il y a 3 choses. Il y a la mesure de subvention du prix qui concerne tout le monde, pour 6 mois. Pour les secteurs concernés, les acteurs concernés, il y a toujours 2 aspects. Il y a la consommation et l'aspect, l'augmentation normale des tarifs qui va venir. Donc, pour les consommations, les entreprises concernées bénéficient du remboursement de la prise en charge de 3 mois intégrale, mais bénéficient également du fait qu'il n'y aura pas de hausse de tarifs pour elles jusqu'à la fin de l'année. Et c'est l'État qui prend en charge toutes ces subventions, ces coûts directement payés à la SBE et de la même manière à la SONEB. Pour la TVM, donc les sociétés de transport de personnes, donc qui bénéficient de l'exonération de la TVM. Alors le cas le plus simple, c'est celles qui ne l'ont pas encore payée, elles sont nombreuses, elles n'auront plus à la payer pour
2020. Il y a une partie d'entreprises qui ont déjà payé cette TVM. Celles-là ne paieront plus en 2021. Elles gardent la quittance de cette année qui vaut paiement pour 2021. Nous allons nous assurer que dans la loi de finances 2021, les montants ne changent pas pour que, toutes choses égales par ailleurs, ceux qui ont déjà payé bénéficient pleinement de cette disposition de ne pas payer l'année prochaine. Et pour les sociétés de transfert de personnes, quand vous voyez le compte d'exploitation, après les salaires et ces charges dont on a parlé, mais cette taxe elle est importante parce que quand vous avez une flotte, plus la capacité du véhicule de transport est grande, plus vous payez, multiplié par le nombre de véhicules, ça devient beaucoup d'argent. Pour les agences de voyage, pareil, les loyers pris en charge, cette fois-ci ce sera remboursement direct, puisque chacune des agences ont leur propriétaire, ils ont déjà payé ou pas payé, et montent les quitus, on a les contrats, on sait, et soumettent le bail, on sait combien ces agences payent, on leur rembourse 3 mois de loyer. Et je tiens à préciser qu'il s'agit d'agences qui déposent des comptes, donc on va voir dans les comptes combien ils ont déclaré comme charge de loyer. C'est pour ça qu'il faut être rigoureux, citoyen, quand on fait ces déclarations avec l'administration, parce que c'est ce qui est déclaré qui servira de base au remboursement des loyers. Il y a les remboursements de crédit. Les entreprises qui bénéficient de remboursement de crédits d'impôts et beaucoup de crédits TVA, mais immédiatement dès aujourd'hui, ces crédits seront libérés pour donner de la trésorerie aux entreprises et leur donner des capacités d'investissement et de prendre en charge leurs mesures. Voilà les précisions sur concrètement comment les choses peuvent être mises en place. Je voudrais vous rassurer que l'informel a bien été pris en compte. Nous n'avons pas exclu les acteurs de l'informel pour ce qui concerne les catégories de métiers qui ont été recensées. Et il faut dire que dans la démarche, dès que le questionnaire, le formulaire de remplissage a été défini, nous avons eu à faire plusieurs séances successives avec les responsables des syndicats de tous ces corps de métiers, chacun, puis ensemble, des responsables de leur association, en tout cas une grande majorité, et nous avons échangé avec eux. Effectivement, au départ, ils ont posé le problème de l'extrême informalité, on va dire, et de leur peur, de la peur de leurs syndiqués à s'inscrire, à avoir un numéro IFU, en tout cas à faire toutes les procédures légales possibles. Et nous les avons rassurés que ce n'est pas l'objectif de ce recensement, ce n'était pas pour dégager les informels et les livrer aux finances, c'était vraiment pour le social uniquement, puisque c'était au niveau du ministère des Affaires sociales. Donc nous avons réussi, en tout cas à mon avis, à les convaincre. Et d'ailleurs, dès le départ, dès qu'ils ont été convaincus, ils se sont vraiment mis avec acharnement à véhiculer l'information, à mobiliser leurs syndiqués, à eux-mêmes prendre des formulaires papier pour aider ceux qui ne pouvaient pas écrire pour le remplir. Donc, je pense que cette question a été réglée. Et d'ailleurs, quand on regarde dans les chiffres que je vous ai donnés, effectivement, on a pratiquement 2/3 de recensés qui sont dans l'informel, 1/3 dans le formel. Et quand on regarde les subventions, par exemple, si je prends les artisans, certains corps de métier des artisans ici, les subventions mensuelles sont bien sûr variables, mais compris dans la fourchette pour les informels identifiés entre 30 000 et 97 500, et pour les informels non identifiés entre 20 000 et 48 750. Donc, non seulement ils ont été pris en compte, mais ils ont été bien pris en compte. Et je voudrais rappeler ce que j'avais dit tout à l'heure au cours de la première prise de parole, que le chef de l'État a tenu à ce que nous ayons vraiment des minima pour que ces acteurs-là ne reçoivent pas des subventions dérisoires, donc pour qu'ils puissent vraiment en bénéficier. Donc, c'est pour répondre à cette question. Et vous avez voulu savoir mon avis personnel sur l'informel. Je ne peux que vous répondre que vraiment, je voudrais vraiment sensibiliser les acteurs de ces corps de métier, de commencer vraiment à penser à se formaliser, parce que c'est la meilleure manière pour mieux bénéficier en fait des avantages que peut présenter certains projets de l'État. Donc je pense que c'est ça. Il y avait une dernière question, où et comment recevoir l'argent pour ce qui concerne ces acteurs-là. Ce serait par transfert mobile, les cash transferts, puisque nous avons dans le questionnaire relevé tous les numéros de téléphone qui vont être vérifiés au niveau de chaque compagnie de téléphonie mobile avec l'identité, et aussi pour ceux qui ont déclaré des numéros de compte, nous allons vérifier, puisque tous ceux qui sont dans cette base de données, les 55 000 identifiés, sont connus, sont identifiés avec tout ce qu'il y a comme élément, comme critère de remplissage. C'est important, le ministre des Finances l'a rappelé, il y a eu vraiment de l'investissement en termes d'investigation, en termes d'écoute des différents acteurs.
On n'a pas identifié les secteurs au hasard. On n'a pas identifié les montants au hasard. Aussi bien pour les entreprises que pour les artisans, y compris dans l'informel, il y a beaucoup de travail qui a été investi dans l'approche. Et je veux insister là-dessus. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est à l'endroit de nos amis de la presse. Je veux particulièrement saluer la présence des patrons de presse ce matin. Et vous dire que le plaidoyer que vous avez fait est entendu. Nous y sommes sensibles, nous avons noté les remarques qui ont été faites. On va continuer de travailler là-dessus. La troisième chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a la pandémie. Certains pensent qu'elle va être avec nous pendant un bon moment encore. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après la pandémie, il faut que le Bénin continue de vivre. Il faut que les Béninois continuent de vivre et il faut que l'action du gouvernement ait l'effet désiré. Nous avons engagé un programme depuis 4 ans et nous entendons que ce programme continue et se réalise au bénéfice de nos populations. C'est aussi l'approche que nous avons prise en menant ce programme spécifique. Il adresse des problèmes conjoncturels. Nous en profitons pour régler certains des problèmes structurels, je l'ai dit tout à l'heure, mais surtout, nous faisons en sorte que la mise en œuvre de ce programme spécial ne déraille pas tout ce qui est engagé depuis 4 ans. C'est une dimension importante de ce qui est en train d'être fait et je souhaite que nous en soyons sensibilisés. Le dernier point sur lequel je voulais intervenir, c'est sur, encore une fois, tous ceux qui ont participé à cet exercice. Au début de ce travail, lorsque le ministère des Affaires sociales a lancé l'appel pour les 2 premières semaines, nous avons eu autour de 12 000 artisans. Et le chef de l'État a estimé que ce n'était pas suffisant, c'était à la limite dérisoire. Il a demandé que la période soit étendue encore et qu'on aille plus loin dans les départements pour que nos populations, notamment celles qui n'ont pas accès à l'Internet, etc., puissent se déclarer. Nous avons pu ainsi relever aujourd'hui plus de 55 000 personnes. Nous avons pu avoir d'autres informations sur ces différentes catégories. Et ce sont ces informations qui ont été croisées avec les bases de données existantes, avec les informations détenues par les mairies et éventuellement avec les informations détenues par les services fiscaux. Je veux donc profiter de cet exercice pour dire, notamment aux artisans, à tous ceux qui sont dans l'informel, de se formaliser, comme le disait tout à l'heure Madame la ministre des Affaires sociales, mais aussi et surtout de s'intéresser à toutes les inscriptions dans les associations professionnelles, à toutes les inscriptions dans les bases de données officielles qui sont créées par les différentes administrations et même par les secteurs. Parce que quand nous avons commencé par regarder les artisans qui sont formels ou informels, nous sommes tout de suite allés regarder dans la base de données des artisans. C'est un travail important qui a été fait pendant des mois par le ministère des PME. Eh bien, c'était évident que ceux qui y étaient, on pouvait les identifier. Donc, c'est un exercice important et je veux appeler tous ceux qui nous écoutent et qui sont concernés par ces différents exercices à s'inscrire chaque fois que c'est nécessaire. Nous avons eu recours à la base de données de l'ANIP. C'est un travail important qui a été fait et qui a couvert l'ensemble du territoire national. Eh bien, certains n'ont pas pu se retrouver dans cette base de données. Donc, encore une fois, merci à tous ceux qui ont participé à cet exercice. Je vais conclure cette conférence de presse d'abord en remerciant tous ceux qui sont venus, en remerciant tous ceux qui se sont intéressés à cet exercice et surtout en lançant un appel à tous ceux qui sont intéressés, affectés par ces différentes mesures, à se rapprocher des services du gouvernement pour avoir les informations, les précisions. Mais nous l'avons dit, chacun ici, chacun des ministres présents ici,
ces mesures ont été annoncées au moment où nous sommes prêts. Donc ça ne se fera pas, les différentes subventions et assistances ne seront pas administrées dans plusieurs semaines. C'est dès maintenant. Et donc, nous sommes prêts pour cela et je veux remercier tous ceux qui se sont intéressés, tous ceux qui se sont engagés dans cet exercice. Merci d'être venus à cette conférence de presse.